À la une cette semaine, cette question. Où sont passées les armes occidentales? Mariupol, Severodonetsk, Lysychansk et bientôt Seversk. Ces noms que la plupart des experts militaires français ne connaissaient pas il y a encore 6 mois devaient devenir les symboles de l'invincible résistance ukrainienne. Ils sont désormais les noms d'autant de victoires russes. Depuis le début du mois de mars, les armées coalisées de Russie et des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk enchaînent les victoires dans le Donbass. Pour les Occidentaux, les opérations militaires tournent au cauchemar. Après avoir livré des armes portatives, ils sont contraints de livrer des armes lourdes et des quantités de munitions toujours plus importantes. Cela met en danger leurs propres réserves stratégiques. Plus grave encore, les élites occidentales doutent désormais de la capacité pour Kiev de vaincre l'armée russe. Elles n'espèrent désormais plus qu'une guerre longue qui affaiblirait la Russie. En l'état, ce sont les économies occidentales qui souffrent, ce qui pourrait remettre en cause l'aide économique et militaire fournie à l'Ukraine. Les puissances occidentales sont menacées par un risque encore plus grand. Les armes livrées à l'Ukraine disparaissent. Ce sont des milliers de missiles dont on ignore ce qu'ils sont devenus ou qui ont été distribués sans contrôle à n'importe quel groupe armé. Les gouvernements occidentaux commencent sérieusement à s'inquiéter car un seul de ces missiles permettrait à un groupe terroriste d'abattre sans difficulté un Boeing ou un Airbus au décollage ou à l'atterrissage. Le quoi qu'il en coûte de l'aide à l'Ukraine pourrait coûter très cher aux pays occidentaux. La bataille dans le Donbass pour commencer. La ville de Seversk est sur le point de tomber. Elle se situe à moins de 30 km à l'est de Slaviansk, comme on peut le voir sur cette carte du front qui s'affiche à l'instant. Après Seversk et Bakhmout, les forces russes devraient désormais se diriger simultanément vers la ville voisine de Kramatorsk. Après 5 mois de conflit, on voit clairement que les forces russes sont en passe de contrôler la totalité du Donbass et une large région au sud de l'Ukraine. Slaviansk et Kramatorsk devraient être les 2 prochaines villes à tomber. Cette poussée russe est tout simplement irrésistible dans le sud-est de l'Ukraine. Cette avancée a encouragé le ministère de la Défense russe à revoir à la hausse, au printemps, ses objectifs militaires. Ces nouveaux objectifs ont été confirmés par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa récente interview donnée sur la chaîne RT. Vous savez, quand il y a eu la réunion des négociateurs à Istanbul, il y avait une géographie. Et notre volonté d'accepter la position ukrainienne était basée sur cette géographie. La géographie de la fin mars 2022. Maintenant, la géographie est différente. Il ne s'agit pas seulement des républiques de Donetsk et Lugansk, mais aussi de la région de Kherson, de celle de Zaporozhye et d'un certain nombre d'autres territoires. Et ce processus se poursuit. Cela se poursuit de manière constante et persistante. Alors que l'Occident, dans une telle, je dirais, colère impuissante, ou dans le désir d'aggraver la situation autant que possible, inonde l'Ukraine d'armes à portée de plus en plus longue, ces HIMARS, comme Reznikov ou quelqu'un là-bas, se vante pouvoir déjà reçu des munitions ayant une portée de 300 km, eh bien, cela signifie que les repères géographiques seront repoussés encore plus loin de la ligne actuelle. Parce que nous ne pouvons pas permettre que la partie de l'Ukraine qui sera contrôlée par Zelensky ou par celui qui le remplacera dispose d'armes qui constitueront une menace directe pour notre territoire. Et aussi celui des républiques qui ont déclaré leur indépendance et aussi de celles qui veulent déterminer leur propre avenir. Les régions de Kherson et Zaporozhye sont clairement nommées, mais Sergueï Lavrov évoque d'autres régions. On pense bien entendu à Kharkov et Odessa. L'OTAN, qui est devenue partie prenante du conflit, déverse des quantités d'armes et de munitions toujours plus importantes pour compenser les pertes impressionnantes de l'armée ukrainienne. Le problème est que non seulement cela ne suffit pas, mais en plus, il faut désormais puiser dans les réserves stratégiques. Du point de vue de l'aide financière à l'Ukraine, les choses ne vont pas mieux, comme le révèle le site d'info américain Bloomberg. L'Union européenne bloque l'aide à l'Ukraine alors que l'on craint une crise du gaz. L'Union européenne prend du retard sur ses promesses très médiatisées de fournir un programme d'aide substantiel à l'Ukraine alors que le bloc est confronté à la perspective de graves difficultés économiques dans son pays. Sur les 9 milliards de dollars promis par Ursula von der Leyen, il y a 2 mois, seul 1 milliard a été fourni, alors que le coût de la reconstruction de l'Ukraine est estimé à 750 milliards de dollars.
Début juillet, à la conférence de Lugano, en Suisse, la présidente de l'Union européenne a proposé aux Ukrainiens de recenser leurs besoins. C'est pourquoi la Commission européenne a proposé au gouvernement ukrainien de mettre en place une plateforme de reconstruction afin de recenser les besoins d'investissement, de coordonner les actions, de canaliser les ressources et bien sûr de soutenir un programme de réforme ambitieux. Des déclarations qui ne sont pas sans rappeler celles du chancelier allemand Olaf Scholz. C'était lors du G7 en Allemagne, fin juin, souvenez-vous, il appelait à un plan Marshall pour l'Ukraine. Nous avons également déjà discuté de la reconstruction à long terme. Il y a de l'argent supplémentaire à mobiliser à cet effet, mais le plus important est que nous voulions nous réunir du point de vue du G7, mais aussi du point de vue d'autres pays de l'Union européenne, pour discuter de la question de la reconstruction. Nous avons besoin d'un plan Marshall pour l'Ukraine qui doit également être bien planifié et développé. C'est ce que nous avons décidé de faire. Mais pour le moment, beaucoup y voient un effet d'annonce, car il est impossible de savoir quelles seront les frontières de l'Ukraine après le conflit. Les Occidentaux seront-ils prêts à prêter des milliards de dollars à un pays qui aura perdu son accès à la mer et l'essentiel de ses zones industrielles ? Pour l'Union européenne, toute aide doit également être liée à des réformes. Le statut de candidature de l'Ukraine à l'UE s'est accompagné d'une feuille de route avec 3 axes principaux. Lutter contre la corruption, briser le contrôle des oligarques sur l'économie et établir des règles pour sélectionner les juges. L'Ukraine se classe 122e sur 180 pays selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Comme vous le voyez, l'organisation de lutte contre la corruption attribue seulement 32 points à l'Ukraine. Von der Leyen a donc exigé du Parlement ukrainien que Kiev sélectionne dès que possible les bonnes personnes pour ses organes anticorruption. Le régime ukrainien doit aussi mettre en œuvre une législation anti-oligarque et faire avancer une nouvelle loi sur les médias. Parallèlement à ce doute croissant sur l'hypothétique victoire ukrainienne, la crise énergétique qui va frapper les pays occidentaux cet automne pourrait paralyser l'aide au régime de Kiev. Cette inquiétude était au cœur de l'entretien d'Emmanuel Macron le 14 juillet dernier. Le vrai changement de dernier jour, je considère qu'on en a trop peu parlé, c'est la décision russe de commencer à couper le gaz. Elle avait commencé dans certains pays, menacée, inquiétée, mais là, sur le principal gazoduc qui s'appelle Nord Stream 1, elle a coupé. C'est un signal. Et qu'est-ce qu'elle envoie comme message très clair ? Qu'elle utilisera le gaz comme un élément de cette guerre. Nous sommes dans ce que l'on appelle une guerre hybride. Les échecs militaires de l'Ukraine et la fatigue des populations occidentales vis-à-vis du conflit ne sont cependant pas les pires menaces qui pèsent sur nos pays. Une partie des armes livrées a tout simplement disparu. Elles pourraient se retrouver sur le marché noir, ce qui inquiète les parlementaires européens, comme l'indique le 11 juillet le journal Le Figaro. Ukraine. L'UE, inquiète d'un trafic d'armes, renforce sa coopération avec la Moldavie. L'Union européenne a renforcé lundi 7 juillet sa coopération avec la Moldavie pour l'aider à contrôler ses frontières avec l'Ukraine et prévenir le risque de trafic d'armes en provenance de ce pays en guerre, s'inquiétant de voir détourner le matériel militaire fourni par les Occidentaux. Cette situation préoccupe aussi les autorités internationales. Des armes envoyées sur le front vont-elles revenir illégalement en Europe de l'Ouest ? Le patron d'Interpol alerte sur le risque d'un scénario type ex-Yougoslavie, comme l'indique France Info début juin. La grande disponibilité d'armes pendant le conflit actuel entraînera la prolifération d'armes illicites dans la phase post-conflit. Les criminels sont déjà en train de se concentrer sur cela. Les Occidentaux semblent n'avoir tiré aucune leçon des guerres des dernières décennies. Il a fallu des années pour récupérer les missiles antiaériens Stinger livrés aux Afghans dans les années 80. Les guerres de Yougoslavie ont alimenté en armes les gangs dans toute l'Europe. Souvenez-vous de la terrible épopée du gang de Roubaix en France. Selon les médias russes, ces armes portatives se retrouvent sur le dark web et l'on peut désormais acheter un Javelin, un lance-missile anti-char portable américain révolutionnaire, pour 30 000 $. Des criminels ukrainiens vendent des missiles américains sur le dark web selon les médias pro-russes. Une image non vérifiée sur les réseaux sociaux du lance-roquettes Javelin à vendre suggère que des armes anti-chars sont vendues par des Ukrainiens alors que la police d'Interpol avertit que des armes envoyées dans une zone de guerre tombent entre des mains criminelles.
Au-delà des accusations de propagande russe, l'Union européenne prend la menace au sérieux. Et depuis la mi-mai, est venue renforcer les contrôles à la frontière moldave, route de tous les trafics partant d'Ukraine. La situation est loin d'être sous contrôle et si un avion de ligne venait à être abattu par les terroristes au moyen d'un missile antiaérien livré à l'Ukraine, les dirigeants occidentaux devraient faire face à leurs responsabilités. Comme chaque semaine en fin d'émission, je réponds à vos questions. Questions posées sur les réseaux sociaux, notamment Telegram. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos interrogations ou commentaires avec le hashtag suivant, échiquier mondial RT France, tout attaché. Christophe a été le premier à nous écrire. Puisqu'on parle de livraison d'armes, que pensez-vous de l'affirmation du gouvernement américain selon laquelle l'Iran s'apprêterait à livrer des drones à la Russie ? C'est une affirmation sans preuve et qui a été démentie par la Russie et l'Iran. Pour Washington, il s'agit de faire pression sur l'Iran dans le cadre de son soutien à Israël. Il s'agit aussi de faire croire que la Russie arrive au bout de ses réserves. Souvenez-vous qu'on nous expliquait à la mi-mars que la Russie avait tiré tous ses missiles calibre et pourtant jusqu'à aujourd'hui, elle continue à en tirer en moyenne près de 10 par jour. Cela dit, Moscou pourrait être intéressé par des drones légers pour régler les tirs d'artillerie. C'est dans ce rôle-là que cette technologie s'est révélée précieuse depuis le début du conflit. Autre question, celle de Youssef. L'Ukraine a-t-elle vendu des matériels lourds, comme on a pu le lire dans la presse, au sujet des canons César français ou des missiles HIMARS américains? Pour le moment, aucune preuve n'a été fournie. Des communiqués de part et d'autre se contredisent mutuellement. On peut supposer que si la Russie a récupéré ces matériels, elle finira par en publier les photographies afin de discréditer le régime de Kiev. La Russie a-t-elle récupéré beaucoup de ces missiles portatifs livrés à l'Ukraine? Oui, au fur et à mesure du retrait des troupes ukrainiennes, non seulement du Donbass, mais des régions du sud de l'Ukraine, des stocks considérables d'armements occidentaux ont été saisis. La plupart du temps, la précipitation a été telle que ces armes n'ont pas été détruites. La quantité est telle que les milices des républiques de Donetsk et de Lugansk forment désormais leurs soldats pour pouvoir les utiliser. Bernard nous a envoyé un message également. On va l'afficher. L'armée russe est-elle épuisée? C'est le narratif occidental actuel qui est obligé de constater que l'armée ukrainienne subit de lourdes pertes et que Kiev est incapable de relever ses troupes qui tiennent des positions depuis plusieurs mois. L'OTAN espère donc qu'il en va de même avec les troupes russes. Ce n'est pourtant pas le cas. Environ 20% de l'armée russe est déployée en Ukraine et les unités sont régulièrement relevées. Ces permissions donnent d'ailleurs l'occasion aux villes russes de célébrer le retour de leurs combattants. Dernière question, elle est posée par Olivia. La crise énergétique de cet automne peut-elle forcer les gouvernements de l'OTAN à revenir sur les sanctions contre la Russie? Tout dépend du degré de fanatisme des dirigeants occidentaux. Berlin va-t-elle sacrifier son industrie pour l'Ukraine, Paris le bien-être de sa population pour sa russophobie? Seul l'avenir nous le dira. Le problème de l'approvisionnement de l'Europe en gaz naturel, qui d'ailleurs est antérieur à la crise actuelle, pourrait être résolu immédiatement par la mise en œuvre de Nord Stream 2. Cela serait évidemment considéré comme une capitulation face à la Russie, mais l'Union européenne a-t-elle le choix?